Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en Corrèze, dans le pays de Brive. Jean nous amènera caver la truffe noire et Sylvie nous livrera les secrets du métier de maître liquoriste. D'autres amoureux de ces terres arides nous feront profiter des spécialités locales qui ont bien failli disparaître. Je vous laisse apprécier les saveurs emblématiques de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. À tout de suite. Le pays de Brive est une terre chaleureuse où l'art de vivre n'est pas un vain mot. Le regard tourné vers le sud, à l'image de Brive-la-Gaillarde surnommée le portail du Midi, ce pays de caractère n'oublie pas son appartenance à la Corrèze et ses origines aux confins du Massif central. Il en a gardé l'aridité de ses causses pierreux et la densité de ses forêts. Le pays de Brive a plus d'un visage, et c'est avec harmonie que se succèdent les campagnes vallonnées de pâturages, les méandres de ruisseaux et les villages qui respirent l'âme de ses habitants. Entre Périgord et Quercy, le pays de Brive est une terre de cocagne où il fait bon vivre. La richesse des produits du terroir offre une gastronomie de qualité et reconnue. La Vézère et ses coteaux ensoleillés constitués de sols calcaires sont parfaits pour que la vigne s'épanouisse. Les vallées alluviales où pousse une herbe verte et grasse sont propices à ces élevages de veaux sous la mer qui ont fait la réputation de la région. Plus à l'est, jusqu'aux méandres encaissés de la Dordogne, les sols du Belloquois sont adaptés à la culture des fruits rouges. Mais sans commune mesure, la fierté de la région, c'est celle que l'on surnomme le diamant noir, la truffe. Un produit d'exception que j'en cultive avec secret. Sur les rives escarpées de son terrain et avec l'aide de chiens truffiers, le cavage de la truffe commence dans la bonne humeur. J'ai un bâtiment industriel là, et quand je l'ai fait faire, il y avait il y avait des chênes. J'ai coupé les chênes pour que qu'on puisse faire le terrassement pour faire le bâtiment. Et un mois, 2 mois après, les gens s'étaient plaints que j'avais coupé les chênes qui apportaient les truffes. Tout le monde savait qu'il y avait des truffes, sauf moi. Et puis petit à petit, je me suis mis à nettoyer le terrain, à planter, et puis ça fait 4 ans que j'en récolte. La truffe est mystérieuse, et chaque trufficulteur garde précieusement son savoir-faire pour trouver et récolter ce petit champignon si parfumé. Et non. La recherche de la truffe, que l'on appelle aussi le cavage, est l'occasion de se retrouver entre passionnés et fins connaisseurs. Ah, elle est belle et puis elle sent bon. Ouais. Ah, cette saison, elle sente là. Oh là. Là, elles sont mûres alors. Ouais. T'es, Voilà, là c'est sûr. là, c'est sûr. Quand il y a les deux patous, c'est sûr. Ah, attends, ici. Je suis en train d'essayer de trouver la truffe que la chienne a marquée. Elle a fait un temps de pause, elle a gratté, et je ne la trouve pas. Mais elle y est puisque la chienne insiste. Alors, laisse-moi trouver. Attends, je vais t'aider. Alors, à cette saison, les truffes sont profondes. Viens là. Avec tout le monde. Oh purée, regardez la truffe. Encore une pour Isis. La tuber melanosporum, ou truffe noire, au parfum envoûtant, se récolte de décembre à février. Elle se développe au printemps, grossit à partir de mi-août et arrive à maturité quelques mois plus tard. Elle ne pousse que sur un sol calcaire et majoritairement sur des plantations de chênes pubescents et de chênes verts. Cherche la truffe. Ouais, ça, qui faisait ça? Le grand-père de Noisette, il faisait ça. Il se fait pas. On en a une autre là-haut. On va y aller. La mange pas, coquine. Laisse-moi faire. Elle est là. Le chien s'est pas trompé là. La voilà, elle est sortie.
La seule variable qui influe sur la truffe durant sa période de croissance est le climat, ce qui explique les différentes quantités mises sur le marché chaque année. C'est au marché de Brive que Jean vend ses truffes durant la saison. Il s'agit d'un marché contrôlé afin de normaliser le négoce de truffes fraîches, de valoriser le produit et de lui garder toute son authenticité. Hein? Ça sent bon, hein? C'est ferme. Et elles ont de l'odeur. Donc ça, c'est parfait. Alors vous voyez, on passe toutes les truffes, une par une. On contrôle la qualité, petite ou grosse. C'est impératif. Nous sommes agréés par la Fédération départementale des trufficulteurs. Et donc on a forcément une charte à appliquer, hein, qui vient de la Fédération nationale. Voilà, alors j'élimine... Un peu de boisé là, Michel. Il y a un peu de boisé et peut-être un petit coup de gel par là même. Ouais, elle a pris un coup de froid celle-là. Une fois chaque truffe soigneusement examinée, la vente peut enfin commencer. C'est au son de la cloche que le marché aux truffes ouvre ses portes et les premiers intéressés arrivent aussitôt. Ça y est, vous pouvez acheter le panier entier si vous voulez. Le marché aux truffes ravit autant les fins connaisseurs que les néophytes. Si le champignon se vend aujourd'hui, en fin de saison, 850 € le kilo, il peut atteindre les 1 000 € le kilo à Noël. Mais il ne faut que quelques grammes sur un plat pour sentir ce goût parfumé si particulier qui ravit les gastronomes et fait la réputation de ce diamant noir. Sur ce célèbre marché de Brive, nous retrouvons aussi Marie-Laure Bach, qui a repris avec sa sœur jumelle la boucherie-charcuterie familiale pour le bonheur de leurs fidèles clients. Les gens en fait étaient vraiment contents de voir la maison perdurer, sentir qu'il y avait une autre génération qui allait reprendre et que tout ce savoir-faire-là n'allait pas se perdre en fait. Alors tout en améliorant, en modernisant, en créant aussi nos recettes à nous, on a quand même gardé, on va dire, les recettes historiques de la maison, comme le fromage de tête, toute la salaison faite maison, le boudin aux châtaignes, la tête de veau, voilà, toutes ces recettes, on les a toutes gardées, mais je dirais que maintenant, on y met nous aussi notre touche à nous. Parmi ces spécialités du terroir, il en est une qui leur a valu une médaille d'or, le boudin aux châtaignes. Une recette régionale qu'elle représente avec fierté. C'est simple, on n'a jamais assez de boudin. C'est aussi simple que ça, mais on va pas s'en plaindre. C'est dans leur laboratoire, à l'abri des regards, que nous retrouvons Marie-Laure et sa sœur Anne-Sophie pour la préparation de ce boudin particulier en suivant une recette ancestrale qu'elles tiennent de leur grand-père. On est artisan boucher charcutier depuis 3 générations. Et en fait, ce sont nos grands-parents qui ont mis en place l'affaire. Elle a été ensuite reprise par notre maman. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le boudin aux châtaignes, au-delà de l'histoire familiale, c'est vraiment l'histoire d'une région, puisque le boudin aux châtaignes est la spécificité de la Corrèze. Voilà, puisque c'est un fruit qui pousse dans nos forêts. C'est vraiment le marquant de notre département, quoi. On dit souvent que la Corrèze, et Brive en particulier, ce sont les portes du Midi. On a une charcuterie qui est un petit peu relevée et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on aime aussi dans les boudins. Voilà. Donc la pâte des boudins est constituée par de la gorge et de la tête de porc, auquel on ajoute du pain. On ajoute des châtaignes qu'on achète entières et qui sont ensuite hachées à la cutter, mais on les laisse quand même en morceaux de façon à ce que le client retrouve vraiment la saveur de la châtaigne. En fait, là, une fois qu'on a fait cette opération, il part en cuisson, puis ensuite il part en refroidissement. Ça veut dire qu'une fois que les clients l'achètent sur le marché, il est cuit puis refroidi. Donc on peut le consommer froid, en tranches à l'apéritif, ça passe très très bien, ou chaud.
grillé à la poêle, dans une tarte. On peut faire également de la purée avec. Avec sa texture charnue et son goût légèrement sucré apporté par la châtaigne, ce boudin fait la fierté de ces terres. Ici, le savoir-faire se transmet de génération en génération. Entre les collines et la rudesse des Causses, le temps semble parfois avoir stoppé sa course effrénée et l'on retrouve ici des produits d'exception qui ont su garder leur authenticité. C'est ce patrimoine du goût que défend la maison Denois avec ses liqueurs d'autrefois. Alors, la distillerie a démarré en 1839 avec un monsieur qui s'appelait Pierre Lacoste, qui lui, avait mis au point un curaçao. Et quelques années plus tard, mon arrière-grand-père a rejoint ce monsieur, a adoré le métier de liquoriste et avait sûrement dans l'idée, en s'appelant Denois, de mettre au point une liqueur de noix. Donc il s'est lancé, il a mis au point sa recette et cette liqueur, elle s'appelle Suprême de noix et elle est toujours d'actualité parce qu'on la vend toujours à l'heure actuelle et on la fabrique toujours à l'heure actuelle avec la recette de mon arrière-grand-père. Voilà. Cette maison, bon, moi j'y suis attachée, hein. C'était mon terrain de jeu quand j'étais enfant et j'ai vu mon père, mon grand-père, toute la famille. Donc c'est une histoire de cœur, si vous voulez. Voilà. Et cette histoire a traversé le siècle, bien à l'abri du temps, dans cet écrin familial. Sylvie Denois est la dernière maître liquoriste de France et la particularité, c'est qu'ici, les liqueurs sont fabriquées exactement comme au XIXe siècle. Voilà, donc je suis en train de distiller dans de l'alcool des graines de fenouil. Distillation au bain-marie, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Dans l'eau, il y a un récipient dans lequel il y a l'alcool avec mes graines. Donc je chauffe l'eau qui va réchauffer l'alcool qui va bouillir. Ensuite, les vapeurs sont en train de monter dans le chapiteau. Et après, elles vont passer dans le col de cygne. Et après, elles iront dans le serpentin qui trempe dans de l'eau froide. Au contact de l'eau froide, il y aura une condensation et l'alcool va ressortir parfumé. C'est tout à la main et à l'oreille aussi parce que j'ai le rythme de l'ébullition. J'entends le rythme de l'ébullition. Et au nez aussi parce que je sens un petit peu déjà les parfums de fenouil. Et après, il va y avoir de l'air. Je dis que l'alambic respire. Mon grand-père disait le sang circule dans ses veines. Donc il reprend vie si vous voulez. Et l'alcool va sortir, vous allez voir. Voilà. Une liqueur est composée de cet extrait alcoolisé qui vient d'être distillé auquel on ajoute un sirop de sucre. Alors, on a mis de l'eau, du sucre et là on fait bouillir ce sirop. On a ajouté dedans des blancs d'œufs pour le filtrer et le coller pour enlever les impuretés. C'est le système de clarification au blanc d'œuf. Voilà, donc on cuit encore le sirop de sucre au chaudron en cuivre au feu de bois. C'est unique en France. On est les seuls liquoristes à le faire encore comme cela. Mais en travaillant comme ça, on obtient une texture et une densité particulière qui lui donne vraiment le goût des liqueurs qu'on fabriquait au XIXe siècle. Il faut attendre d'enlever toute l'écume et après le sirop il sera propre et pur et on n'aura plus qu'à le mettre dans la cuve à sirop. Distiller veut dire extraire et là dans l'alambic on met de l'alcool, des graines, des plantes et des baies et là on va extraire des parfums. Et ces parfums, nous on appelle ça un esprit parfumé. Donc une liqueur, c'est un mélange d'esprit parfumé et de sirop de sucre, ou de macération et de sirop de sucre. Et le sirop de sucre, il est là pour enlever l'amertume des macérations ou faire descendre le degré des distillations. Une bonne liqueur doit être équilibrée, ni trop amère, ni trop alcoolisée, ni trop sucrée. Ça doit être que du plaisir en fait. Cet attachement au savoir-faire d'autrefois a permis à la famille Denois de conserver un patrimoine inestimable qui est aujourd'hui indissociable de l'identité du pays de Brive. C'est ce même attachement qui anime Gilles et l'a poussé à s'installer sur le Causse pour élever des brebis et produire ses fromages. On est passé en monotraite depuis déjà quelques années, où nous on traite une seule fois donc, par jour, le matin. Alors ça diminue un petit peu la quantité de lait, mais comme le lait se retrouve un petit peu plus concentré, du coup on arrive à faire plus de fromage au litre que d'avoir un lait qui est trait matin et soir, où on a plus de quantité, mais qui est un peu moins riche, et donc où on arrive quasiment au même rendement.
On favorise le plus possible la nature. Elles sortent régulièrement, quand la météo le permet, en prairie naturelle. C'est une race qui est habituée au COS, ce qui fait que chaque animal peut aller chercher la plante dont elle a besoin pour se nourrir et pour sa santé. En fait, nos bêtes se soignent un petit peu toutes seules. Si vous faites une pâture avec 2 ou 3 variétés d'herbes, les animaux ils n'ont pas beaucoup le choix. Et donc vous êtes obligé un petit peu de les complémenter dans l'étable. Là, l'avantage, c'est que si une brebis a besoin de manger une plante précise, elle va la chercher dans son parcours, elle va la manger et puis elle rentre à l'étable et tout va bien. C'est dans leur village de Chartrier-Ferrières que Gilles et sa femme Sandrine fabriquent un fromage exceptionnel par son histoire et original par son goût, la Faute des Bergères. Donc là, c'est l'arrivée du lait de la traite de ce matin. Donc là, on a gardé 100 litres ce matin pour la fabrication des fautes. Et il y a 60 litres qui vont rester pour les fromages lactiques. Alors la Faute des Bergères, en fait, l'idée est partie d'un groupe qu'on a voulu créer dans le Limousin pour un peu valoriser le fromage de brebis, histoire de contrer un peu le chèvre et le vache. Du coup, on avait une vieille recette de fromage de brebis qui existait à côté des Glotons, dans les champs de Bras, qui s'appelait la tome de Bras. Donc au bout de 50 ans, plus personne ne se rappelait comment c'était fait. Donc on a fait des essais. Au bout de 2 ans, on a trouvé un fromage qui nous plaisait. Et quand on l'a fait goûter aux vieilles personnes qui avaient goûté la tome de Bras, ils nous ont dit « Oh, votre fromage est excellent !» Mais ça n'a rien à voir. Alors du coup, on était un petit peu dépités et puis on a dit, écoutez, on a quand même un fromage qui nous plaît bien, qui ressemble quand même à quelque chose. Et, on a décidé du coup de l'appeler la Faute des Bergères, en hommage un peu aux bergères des champs de Bras et puis de l'erreur qu'on avait fait en fabrication. Et du coup, voilà, on a sorti ce fromage-là. Au départ, ça a surpris un peu les gens, mais ça a accroché tout de suite parce que c'est un fromage qui est assez typique, qui ressemble pas vraiment aux autres fromages. Si on veut faire un raccourci, ça va être entre le reblochon et le camembert. C'est pour vous dire. Ça fait une pâte qui est douce, mais qui a quand même du caractère un petit peu. Et comme on le fait affiner, nous, sur lit de paille, ça apporte un petit peu plus. Dans la journée, il faut le retourner 4 fois. Ensuite, il part. Demain, il va partir en saumure pour le salage. Et ensuite, dans la cave d'affinage, sur la paille, et à déguster dans 1 mois et demi. Alors ça, c'est les fautes qu'on a fabriquées il y a 2 jours. Donc là, on va les retourner. Et on les met sur la paille. Quand le fromage est trop humide, la paille va pomper. Et quand il est trop sec, à ce moment-là, la paille va redonner de l'humidité au fromage. Alors l'affinage se fait 1 mois minimum, mais c'est plutôt dans les 1 mois et demi, voire 2 mois. Après, c'est au goût de chacun. Mais c'est vrai qu'il est plus goûteux à partir d'1 mois et demi. Ces paysages d'exception, les brebis les façonnent autant que les hommes. Si les pâturages donnent le ton dans les vallées du pays de Brive, il faut désormais compter avec les vignes de la Vézère, qui depuis une quinzaine d'années sont venues remplacer les broussailles qui avaient pris place sur les collines environnantes. Et c'est René qui nous fait visiter aujourd'hui les fameux coteaux de la Vézère. Michael et toute l'équipe est en train de plier et d'attacher le bois qui a été taillé, vous voyez, la latte qui a été taillée, le pied qui a été taillé. Donc il reste cette latte qu'il faut maintenant fixer sur le fil porteur. C'est l'époque où, en quelque sorte, on met en ordre la vigne en prévision de la montée de sève qui aura lieu généralement dans la première quinzaine de mars ou début mars, dès que la température moyenne va remonter.
Ici, on peut dire que tout autour de nous, on voit des prairies, on voit des taillis, etc. Ici, tout était en vigne, puisque dans le bassin de Brive qui est derrière nous, on dénombrait plus de 16 000 hectares au milieu du 19e siècle, qui est l'apogée du vignoble ici. C'est quand même pas rien. Et sur toutes ces collines se situaient, disent les anciens, disent les écrits que nous avons, se situaient les meilleurs vins. Et puis tout a disparu au phylloxéra. Rien n'a été replanté. Et puis il y a 20 ans, l'un d'entre nous, qui est restaurateur, se disait que c'était quand même très dommage d'offrir à ses clients des vins de Cahors ou de Bergerac, même s'ils étaient très bons, alors qu'ici, pendant 15 siècles, il y avait des vignobles réputés. Et donc voilà comment l'histoire a commencé, comment l'histoire a germé. Cette aventure étonnante de la renaissance du vignoble corrézien est le fruit de l'association d'enfants du pays passionnés et de Jacques Puiset, œnologue de renom et fondateur de l'Institut du goût, qui est une sommité dans le monde du vin. C'est grâce à ses conseils avisés et à son œil expert que le groupe d'amis a appris à planter de la vigne et à vinifier. Nos deux cépages favoris, si j'ose dire, qui caractérisent le mieux notre terroir, c'est le chenin pour les blancs et le cabernet franc pour les rouges. Comment on joue? Alors ce n'est pas un hasard, mais c'est dû à Jacques Puiset, puisque ici en Corrèze, on ne connaissait ni le chenin ni le cabernet franc. Et ce n'étaient pas des cépages habitués des terroirs corréziens. Et c'est Jacques Puiset qui nous a incités à planter ces deux cépages. Indiscutablement, en blanc, c'est le chenin qui réussit le mieux. Ce côté minéral et en même temps agrume, ce côté très affirmé, cette longueur en bouche. En rouge, nous avons un cabernet franc qui, là aussi, à la différence du merlot, qui est un cépage que nous avons planté aussi, à la différence du merlot, cépage bordelais, si j'ose dire, s'accommode mieux du caractère minéral, du schiste ardoisier. Donc voilà comment, en 15 ans, on a réussi, petit à petit, en suivant ces conseils, à apprendre à faire du vin. Et aujourd'hui, je pense que la reconnaissance AOC Corrèze que nous avons eue l'année dernière est venue, en quelque sorte, couronner ces 15 ans de travaux. Voilà. Au cœur de ces 12 vallées, bercées par la Vézère aux portes du Midi, le temps semble s'être suspendu. Les habitants ont su garder leur authenticité et se transmettent avec passion les secrets bien protégés des anciens, tout en profitant d'une nature vigoureuse et pleine de caractère pour donner vie à des produits d'exception. Aujourd'hui, je vous propose un rouleau de volaille aux truffes, pommes vertes et citron confit. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra, pour le rouleau de volaille, 2 filets de volaille fermière, 10 g de citron confit, 3 g de truffes, 250 g de pommes vertes, 30 g de vinaigre de cidre. Pour le coulis de cerfeuil, 80 g de pluche de cerfeuil, 1 g de xanthane, du gros sel. Pour le décor, des pousses de riquette, 50 g de truffes. Pour le rouleau de volaille, ouvrir en deux les poitrines sans les séparer, poivrer et saler. Hacher la truffe et en parsemer l'intérieur. Éplucher toutes les pommes et les couper en quartiers. En tailler 4 en bâtonnets et réserver les autres dans le vinaigre de cidre. Enlever la chair du citron confit et couper l'écorce en fines lamelles. Disposer des bâtonnets de pommes et d'écorce de citron sur la volaille. Rouler dans du papier film alimentaire et serrer aux extrémités. Ne pas hésiter à filmer une seconde fois pour bien tenir les attaches. Plonger dans de l'eau frémissante et couper le feu, laisser cuire pendant 35 minutes. Réserver au réfrigérateur. Mixer le plus finement possible les quartiers de pommes restants avec le vinaigre de cidre, un peu de sel et de poivre. Le vinaigre va parfumer vos pommes et surtout les empêcher de s'oxyder. Égoutter dans un chinois étamine et un linge, puis réserver au frais. Pour le coulis de cerfeuil, porter de l'eau à ébullition avec le gros sel, cuire les pluches de cerfeuil 5 minutes, puis les refroidir à l'eau glacée. Avant de mixer votre cerfeuil, ne pas hésiter à le couper grossièrement, cela évitera qu'il s'enroule autour de l'hélice. Bien égoutter et mixer avec un peu d'eau de cuisson et le xanthane.
puis réserver au réfrigérateur. Pour le dressage, découpez quelques rondelles de truffe et des tranches de 1 cm d'épaisseur dans les rouleaux froids de volaille, puis les disposer dans une assiette. Faire une petite quenelle de pulpe de pomme, ajouter la truffe, des pluches de riquette et finir par des pointes de coulis de cerfeuil. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.